La cancel culture s'exporte et gagne l'Europe et notamment la France où ce mouvement fait polémique. Laure Murat, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et essayiste, vous enseignez la littérature à l'Université de Los Angeles aux États-Unis et vous signez cette semaine une tribune dans le quotidien français Le Monde sur la cancel culture. C'est selon vous le dernier recours d'une population sans autre voix que l'Internet. Alors avant de vous retrouver, on va d'abord voir ce qu'on entend par cancel culture qui n'a pas de bon équivalent en français. Qui annule qui? Les explications de Charlotte Rothea. C'est dans les locaux du New York Times, institution de la presse aux États-Unis, que la cancel culture ou culture de l'annulation a provoqué un séisme. Après l'élection de Donald Trump, que le journal n'a pas su anticiper, l'éditorialiste Bari Weiss s'est embauché pour faire entendre une voix différente. Qu'est-ce que la cancel culture ? Ces articles à contre-courant sont violemment critiqués sur les réseaux sociaux et par certains de ses collègues. Pointée du doigt, la journaliste démissionne, elle se dit victime de la cancel culture. Dans une tribune du journal Harper's Bazaar, plus de 150 personnalités dénoncent avec elle ce qu'ils appellent une entrave à la liberté d'expression. Elle est signée notamment par J.K. Rowling. L'écrivaine des Harry Potter a elle aussi expérimenté la colère des réseaux sociaux. Suite à des tweets jugés transphobes, plusieurs fans de la saga ont annoncé boycotter son œuvre. Alors la cancel culture est-elle une nouvelle dictature de l'opinion? Ce raccourci, Donald Trump est le premier à le faire. Le 4 juillet, pour la fête nationale, il s'attaque aux pratiques de la cancel culture. Nous ne laisserons jamais une foule en colère démolir nos statuts, effacer notre histoire, endoctriner nos enfants ou piétiner nos libertés. Nous sauvegarderons nos valeurs, nos traditions, nos coutumes et nos croyances. En ligne de mire, les mouvements Black Lives Matter et MeToo qui empruntent à la cancel culture. Ils exigent que des personnalités accusées de racisme ou d'agression sexuelle soient mises à l'écart. Des mouvements à la résonance mondiale. Et en France, Christophe Girard aurait fait les frais de la cancel culture. Cet ancien adjoint à la culture de la mairie de Paris a été violemment critiqué pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, aujourd'hui visé d'une enquête pour viol sur mineur. Il a finalement été poussé à démissionner de ses fonctions. Laure Murat, pour vous, la cancel culture est un mal nécessaire. Expliquez-nous pourquoi. Un mal nécessaire, je ne sais pas. Je constate en tout cas que c'est un moyen moderne, un moyen contemporain pour exprimer une sorte de colère, une sorte de ras-le-bol, avec des excès qui sont très condamnables, qui sont très dommageables, notamment des humiliations sur Internet, dans les réseaux sociaux, et qui considèrent que les êtres seraient des blocs absolument uniformes et constamment homogènes. Donc il y a bien sûr des gros défauts à cette cancel culture, mais ce que je crois aussi, c'est que plutôt que de condamner d'un bloc, là aussi, un mouvement qui ressort en réalité d'un militantisme, c'est un moyen, une fois de plus critiquable, un moyen de militer contre un certain nombre de faits, de décisions du pouvoir. Je remarque que la cancel culture a beaucoup trait à des problèmes de racisme et de sexisme. Peut-être qu'en écoutant ce que ces militants ont à dire, ce que ces gens qui vous annulent ont à dire, ça serait plus intéressant. Parce que justement, Black Lives Matter et MeToo sont parmi les mouvements qui empruntent à la cancel culture. Ça permet de donner davantage la parole à des minorités. Généralement, moins on peut entendre, c'est ça que vous dites? Ce sont des gens qui n'ont pas le pouvoir et qui s'adressent au pouvoir. C'est une forme, alors dans toutes les complications que ça suppose, c'est une forme de démocratie directe et je ne crois pas que ce soit... Alors le mauvais versant, c'est évidemment que ce soit une dictature de l'opinion et que ce soit... On a beaucoup avancé le fait que c'était une volonté de censure. Je crois que la chose est un peu plus compliquée. Quand par exemple un certain nombre de gens protestent contre le plébiscite de Autant n'emporte le vent, qui peut être considéré comme un classique, ça n'est pas le problème, mais qui protestent à cause des idées racistes qu'ils véhiculent, on peut aussi écouter ce qu'ils ont à dire. Ils n'ont jamais censuré le film, jamais, à aucun moment. Les jeunes... Pardonnez-moi, Oui. les jeunes, 18-34 ans sont les plus familiers, ni prescription, ni seconde chance. Vous dites, bon, on entend votre point de vue, mais qu'en est-il de la présomption d'innocence quand même?
Mais il me semble, par exemple, pour la présomption d'innocence, ça se prête bien pour, par exemple, la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Alors là, on pourrait parler de cancel culture, mais comme vous voyez, il est toujours en place. La cancel culture n'est pas une dictature de l'opinion, c'est un moyen de protester contre quelqu'un qui est mis en accusation. On respecte parfaitement la présomption d'innocence. Moi, personnellement, je n'ai aucune idée si M. Darmanin est un violeur ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il est mis en accusation et que le symbole est extrêmement lourd. Je ne sais même pas, d'ailleurs, même en tant que fonctionnaire public, comment il peut accepter un rôle comme celui-là, une fonction comme celle-là, étant sous le coup d'une accusation. Alors, il faut attendre qu'il y ait un procès, que la querelle soit vidée, et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Mais ces protestations, il faut aussi les entendre. Il faut comprendre que ça vient de loin avec des raisons qui sont souvent très solides. Alors, ce mouvement vient des États-Unis où vous vivez. Est-ce que vous avez, vous, l'impression à distance que ça prend en Europe? Oui, ça prend nettement en Europe. Est-ce que ça durera? Une fois de plus, je crois qu'on agite beaucoup le chiffon rouge en disant voilà, c'est la censure, c'est la dictature, etc. Et d'ailleurs, dans le sujet que vous avez passé, le mot a été lâché, c'est le boycott. C'est un appel à boycotter un certain nombre de gens ou d'œuvres d'ailleurs, de personnes qui sont mises en accusation, qui n'ont pas répondu à la justice. C'est finalement une protestation contre une certaine impunité du pouvoir et de certaines institutions. Alors après, on a beaucoup reproché aux militants de la cancel culture de vouloir non seulement censurer le présent, mais censurer l'histoire en déboulonnant des statues. Attention, moi je ne suis pas en train de défendre la cancel culture, j'essaye simplement de comprendre et de remettre dans le contexte. Alors quand on veut déboulonner des statues, ça s'est fait par le passé. Les Russes ont déboulonné les statues de Staline, par exemple. Mais une statue pour les faire disparaître me paraît une très mauvaise idée. C'est là où on arrive à la censure, parce qu'on efface les traces de l'oppression. Vous parlez de... Pardonnez-moi, Laure Murat, pour conclure rapidement, parce qu'on est un petit peu à court de temps, mais vous parlez de statues, on peut parler d'histoire, on dit toujours qu'on ne réécrit pas l'histoire. Est-ce que dans ce mouvement contre le racisme et sur la place des femmes, ce n'est pas ce qui est en train de se passer? D'un mot, pour conclure. Oui, je crois qu'on réécrit l'histoire. Alors évidemment, on ne peut pas réécrire les faits, mais on peut réécrire les interprétations et éclairer d'un jour nouveau ce qui s'est passé. Merci beaucoup Laure Murat d'avoir partagé votre analyse sur TV5 Monde. À très bientôt.